dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Les éliges, c'est le revêtement mural à la mode, on pouvait donc lui consacrer un épisode. Pour en parler, je suis avec Ralia Septi, qui n'a pas attendu que ce soit tendance pour fonder avec son mari il y a plus de 20 ans, Ait Manos, créateur de zélige selon la technique ancestrale de la mosaïque marocaine. D'ailleurs, je dis « je suis », mais même si j'aurais adoré être avec elle, à Casablanca, nous enregistrons à distance, n'est-ce pas Ralia? Bonjour. Oui, bonjour. On se parle aujourd'hui parce que, pour commencer, c'est vrai qu'il y a vraiment un énorme engouement du zélige, donc j'avais envie d'en savoir plus, de le partager. Avant tout, vous, de votre côté, comment vous expliquez justement cet engouement ces dernières années pour le zélige? Pourquoi tout le monde en veut pour sa crédence ou sa douche particulièrement ces derniers temps? Alors effectivement, Ait Manos, on existe depuis 25 ans, pas 20 ans, mais plutôt 25 ans. L'engouement pour le zélige, je pense qu'il y a un vrai retour sur les terres naturelles, sur les produits naturels, mais également, je pense qu'il y a aussi ce qui est lié à la matière. La matière, le fait que ce soit inégal, que les surfaces soient pas plates, qu'il y ait des défauts, ça donne un aspect et un éclairage, même quand vous avez un éclairage à fleurs sur le zélige, ça donne un effet très matière. Et je pense que l'effet matière du zélige est vraiment quelque chose que j'ai constaté il y a déjà une dizaine d'années que c'était très recherché. Alors, avant tout, peut-être qu'on peut définir qu'est-ce qu'un zélige. Si vous deviez résumer en une définition simple, qu'est-ce que c'est? Un zélige, c'est une mosaïque de terre cuite entièrement réalisée à la main et qui sert à faire des fresques, des motifs très géométriques et qui existe depuis le Xe siècle. C'est une technique de fabrication qui est née au Maroc, à Fès, vers le Xe siècle, qui a pris son essor véritablement vers le XIIIe, XIVe siècle avec la construction de tous les grands bâtiments connus comme l'Alhambra. Enfin, les Européens connaissent beaucoup l'Alhambra en Espagne, mais il y a aussi tous les mosquées, les palais qui ont été construits aussi au début de ces siècles-là au Maroc. Et ce sont des mosaïques de terre cuite qui vieillissent très bien, qui patinent très bien, et qui sont restés très vivaces parce que justement au moment de rénover, les gens ne les retirent pas parce qu'elles patinent. On va pas dire qu'elles s'abîment, elles ne se détériorent pas, elles se patinent. Donc le zélige, c'est une mosaïque de terre cuite entièrement réalisée à la main par des artisans marocains, puisque c'est un savoir-faire 100% marocain et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est assez extraordinaire de voir que c'est un savoir-faire 100% marocain et qui, même s'il est parfois copié, parce qu'il y a aussi des pseudo-zéliges, on va dire, qui essayent de reproduire un petit peu l'effet matière dont on parlait tout à l'heure. Le zélige, c'est véritablement une fabrication typiquement marocaine. Et c'est un revêtement qui est uniquement mural? Non, pas du tout. Non. Le zélige, en fait, est un revêtement sol et mur. Dans les zéliges, vous avez plusieurs sortes de zéliges. Vous avez des zéliges de sol, qui sont carrés, 10-10, 10 par 20. Vous avez les beige mat qui sont très connus maintenant, qui sont vraiment très tendance en ce moment, qui font environ 4,5 par 14,5 et qui servent aussi à revêtir des piscines. On a fait beaucoup de piscines en beige mat ces derniers temps. Donc, vous avez des carreaux pour les sols, pour les terrasses. Alors, tout ça, c'est en résidentiel de préférence, puisque justement, ça patine quand même pas mal avec si on marche beaucoup, donc on évitera de les mettre sur des endroits où dans des halls d'hôtel par exemple ou des halls de shopping center ou que sais-je. Et vous avez les mosaïques, donc celles qui sont plus taillées, qui sont plus généralement installées au mur
mais qu'on retrouve également au sol, dans les salles de bain, par exemple, où vous avez parfois des gens qui installent un tapis de zélige au sol, encastré dans d'autres revêtements. Et aujourd'hui, on constate vraiment qu'il y a on va dire, une utilisation plus risquée du zélige. Les gens souhaitent l'avoir, même dans des salons, en sous-bassement, parfois, dans des pièces à vivre, sur des crédences de cuisine. Et donc voilà, donc le zélige, c'est vraiment sol et mur. D'accord, d'accord. Je croyais que c'était que mur. Donc merci pour la précision. Et c'est à partir de... Alors, c'est quel matériau, quelle matière? Le zélige vient de la glaise. C'est une glaise, donc ça donne de la terre cuite, terracotta, et c'est une terre qui est assez particulière. Elle a des caractéristiques techniques particulières. Donc c'est une terre qu'on trouve à Fès, dans la région de Fès. Alors pourquoi on dit toujours le zélige de Fès, le zélige de Fès? À la limite, on pourrait imaginer fabriquer des zéliges avec une autre terre glaise, mais les spécificités techniques de la terre de la région de Fès est qu'elle est très claire. Elle a un côté beige clair qui donne aussi ensuite une transparence à l'émail. C'est-à-dire qu'une fois émaillée, le fait que la terre soit assez claire, on peut même parfois apercevoir la terre à travers l'émail. Et donc ça donne en fait un effet assez particulier. Donc c'est une terre glaise qui est travaillée dans des bassins dans l'eau. Donc on l'immerge, on la travaille, on la broie, on l'immerge. Une fois qu'elle a été bien malaxée, tout ça c'est fait à la main. Et donc, ces terres sont travaillées même avec les pieds pour pouvoir vraiment bien travailler les terres, les débarrasser de toutes les petites aspérités. Et ensuite, avec la glaise, puisque ça donne de la glaise, tout le monde sait ce que c'est que la terre glaise crue. On passe la glaise dans des gabarits en bois. On fait des espèces de galettes. Hein, c'est des espèces de galettes qui font environ, on va dire, 25 par 15. Et puis, ces galettes-là, on les laisse sécher à l'air libre. Et à partir de ces galettes-là, ensuite, on travaille les glaises, on les coupe en carreaux d'environ 11 par 11. Donc, c'est une dimension qui n'est pas destinée à être utilisée telle qu'elle. Et ensuite, on les cuit une première fois. Donc, quand on les aura cuits une première fois, ça donne le biscuit. Alors, ça donne un biscuit de terre cuite, naturel. Et à partir de là, on peut soit avoir des terres cuites de couleur. Donc, après, on émaille. On passe à la main, donc ce sont des zéliges qui sont émaillés entièrement à la main. Et pourquoi c'est beau? Parce que le fait que ce soit émaillé à la main, vous n'avez pas tout à fait la même quantité d'émail qui se place sur le carreau et ça donne encore des tonalités différentes. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas un effet plastique uniforme. Et ensuite, ces carreaux-là, on les cuit une deuxième fois et ensuite on les taille. On les taille en différentes pièces de différentes dimensions qui vont servir à faire des panneaux, des fresques, des motifs de différentes couleurs, de différents styles. Donc ça, c'est vraiment pour la mosaïque de terre cuite. Ensuite, les carreaux de sol, il y a une étape en moins, c'est-à-dire les carreaux de sol, on va les mettre dans les gabarits également, les couper et les cuire et les émailler sans les tailler. Donc généralement, les carreaux de sol ne sont pas taillés à la main, ils sont entièrement faits à la main, mais ensuite ne subissent pas de taille. Sauf si on doit utiliser un cabochon, par exemple, quand vous avez des beaux sols en beige mat, vous avez dû voir à Marrakech, ou même des octogones qui sont connus aussi, vous avez des petits cabochons qui se placent pour décorer. Ça, c'est véritablement du zélige taillé. Donc là, vous avez deux techniques. D'accord. Et alors après, pour la pose, on récupère des petits carreaux, souvent c'est 10-10, c'est ça? Alors pour la pose, nous justement à Ipano, ce qu'on a mis au point en 1997 et qui a un peu révolutionné le zélige, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à travailler les zéliges en dalles préassemblées, prêtes à poser. Donc en fait, ce sont des dalles qui sont environ de 30 par 30 cm, suivant les motifs. Après, ça peut être de différentes dimensions suivant le motif. Et elles s'emboîtent parfaitement. Donc c'est très facile à poser. C'est pour ça qu'on peut exporter en France et dans le monde entier. Donc ces zéliges-là, ces panneaux, donc ça se monte par exemple sur les murs ou sur un sol ou sur une crédence de cuisine. Ils s'emboîtent parfaitement. Et ensuite, une fois installé, donc ça s'installe avec un ciment-colle classique. Et une fois installé, vous passez votre joint et vous voyez même plus qu'il y avait des plaques. Ça, c'est vraiment des petits morceaux. Pour les sols, c'est la même chose pour les 10-10. Les 10-10, la particularité du zélige, c'est qu'il s'installe bord à bord. Vous avez pu voir pourquoi souvent on dit mais c'est bizarre, il y a un effet particulier le zélige, c'est que si vous prenez par exemple une céramique classique industrielle 10-10, il faut laisser un joint, il faut écarter parce que justement il faut que le joint prenne, etc. Le zélige, quand il est taillé à la main,
il est évasé derrière sur les côtés. Et pourquoi il est évasé? Justement pour permettre à la pose d'être vraiment bord à bord, donc d'avoir des éliges qui sont très très collés les uns aux autres. Et une fois que vous passez votre ciment colle, à l'intérieur, il s'engouffre dans les espaces évasés et ça vous permet d'avoir une pose bord à bord. Et c'est ça la tradition. La tradition, c'est que c'est la tradition en fait de la mosaïque qui est également appliquée au 10-10. Donc en fait, elle est étendue au 10-10. Même quand vous posez des beige mat au sol, la première fois qu'on a exporté aux États-Unis, on avait été assez surpris parce qu'on n'avait pas précisé. Nous, on pensait que tout le monde posait pareil, il y a 25 ans. Et la première fois qu'on a vu notre beige mat posé au sol, j'ai dit aux gars, mais non, ça, c'est pas possible. Il y avait des joints de pratiquement 1 centimètre et ça faisait tout bizarre. Donc, en fait, on a vraiment, c'est ça qui est aussi intéressant avec ce produit, c'est que on accompagne les décorateurs, les gens à découvrir aussi la manière dont c'est installé, fabriqué, posé, entretenu depuis des centaines et des centaines d'années, et de voir que eux ils s'approprient aussi ce style-là, alors que vous savez par exemple les Américains ils sont très attachés à leurs normes, très attachés au savoir-faire, comment on fait les choses, etc. Et en fait ce qui compte c'est de voir qu'à la fin le sol posé, en fait il respecte vraiment la tradition marocaine et c'est ça qui est très beau. Et combien de temps il faut pour fabriquer des carreaux? Ah, ça, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai un petit peu de mal à répondre. Alors, en fait, je vais vous retracer rapidement. Vous avez entre le moment où on broie les terres, le moment où on immerge, le moment où on fait les galettes, le moment où ça va être cuit une première fois, émaillé, taillé, etc. Il faut compter si on prend, par exemple, un zélige qui va être taillé en petites pièces, par exemple de 5,5, puisque c'est une mosaïque classique. Alors, il faut minimum 10 jours pour sortir déjà une première dalle de 30 par 30. Puis le processus de séchage ne peut pas être accéléré parce qu'il faut que... Alors, je parlais tout à l'heure des spécificités techniques de la terre glaise de Fès. Elle est assez plastique. Donc, si vous la stressez, si jamais vous voulez la sécher trop vite, elle se voile. Elle commence à se tordre, elle se voile et tout. Alors qu'il faut la laisser sécher à l'air libre, naturellement. Et il faut accepter que ça prenne du temps. Et c'est ça aussi le retour aux produits naturels, c'est que d'accepter que quand on veut quelque chose de naturel, il y a un espace-temps qui est différent des choses industrielles. Il faut de la place et il faut du temps. Et ça, c'est devenu un grand luxe à notre époque, l'espace et le temps. Et vous parlez de gestes ancestraux, de travail artisanal. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut industrialiser? Non, c'est-à-dire que industrialiser, vous pouvez optimiser des étapes de production. Alors moi, je préfère utiliser ce terme parce que finalement, c'est quoi industrialiser? Industrialiser, c'est optimiser, aller plus vite, faire plus, etc. Alors, dans notre savoir-faire artisanal, il est très difficile de industrialiser ça. C'est pas possible parce qu'il y a pas de place pour la machine. À part les fours, qui sont des fours à gaz, alors qu'avant c'était des fours à bois qui étaient très polluants. Et ça, effectivement, cet aspect-là, on l'a changé quand on a démarré il y a 25 ans. C'était important pour nous. C'était la grande époque des démarrages de la dépollution. Il y avait des fonds européens qui commençaient à prôner la dépollution. Donc, on a démarré avec des fours à gaz au lieu du four à bois. Mais tout le reste, on rajoute des petites étapes de production qui sont pratiquement tout le temps manuelles pour pouvoir optimiser, peut-être aussi sécher un peu plus vite. Par exemple, on parlait du séchage il y a quelques minutes. On peut essayer de placer les carreaux de manière à ce que l'air circule mieux. Donc, on essaye d'être inventif pour pouvoir faire plus, mieux et un peu plus vite, mais on n'industrialise pas. Et puis, de toute façon, vous dites, ça reste au Maroc. C'est vraiment vous qui avez la meilleure terre pour réaliser des éliges. On ne pourrait pas en trouver dans d'autres pays. Ben écoutez, c'est très curieux parce que les pays, on a tous des sous-sols très différents les uns des autres. Alors il y en a qui ont du pétrole, nous on n'en a pas, tant mieux d'ailleurs. Et je pense que la terre glaise telle qu'on la trouve dans la région de Fès actuellement, moi j'en ai jamais vu de cette qualité-là dans le monde. Par exemple, si vous allez en Espagne, elle est un petit peu plus moutardée, un peu plus jaune. Vous allez en Amérique latine, elle est très orangée. Donc il y a des terres cuites qui sont du plus rouge. En passant en France, il y a des tomates qui sont une terre cuite assez rouge. Donc en fait, il y a des couleurs qui divergent, mais c'est vrai qu'au Maroc, cette blancheur de terre cuite, je l'ai jamais vue ailleurs. C'est la plus belle.
Et justement, il y a une grande tendance du coup autour du zélige, comme vous dites, il y en a des entre guillemets des faux, beaucoup de marques qui en proposent, alors ce ne sont pas vraiment. Mais quelle est la différence? C'est quoi? C'est la matière? C'est le process? Qu'est-ce qui change? Alors oui, il y a la matière. Vous avez parfois même un peu des faux éliges qui sont malheureusement faits au Maroc. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent beaucoup les machines, le laser pour couper, qui émaillent avec des pistolets ou des choses comme ça, donc qui dénaturent le savoir-faire. Mais ça se voit en fait. Ça se voit parce que je vous parlais tout à l'heure de l'installation. Quand vous avez un zélige qui n'a pas été évasé sur les bords, une fois qu'il est posé, ils peuvent pas le poser bord à bord. Ils sont obligés de laisser un joint un peu plus large. Les éliges, il y a le terme a été malheureusement, il n'est pas très bien défendu, à l'instar de ce que vous, les Français, vous faites pour vos savoir-faire. Et moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour la manière dont les Français s'organisent pour défendre leur terroir et leurs appellations d'origine. Nous, on milite pour ça. Hein, je me suis beaucoup engagée depuis 2006 pour ça. Mais actuellement, le terme zélige, qui est un terme arabe, zélige, et d'ailleurs qui est resté en Espagne, parce que azulejos ou azulejo au Portugal, ça vient de l'arabe zélige, qui veut dire carreau, qui veut dire carrelage. Et c'est un savoir-faire typiquement marocain. Donc effectivement, il y a des copies. Et vous parliez tout à l'heure de la mode. C'est vrai que dès que quelque chose est très tendance, on cherche moins cher et plus de quantité. Donc nécessairement, c'est un peu une fatalité. Mais bon, moi je pense qu'il y a un marché pour tout. Il y a des gens qui sont prêts à mettre un budget très petit, parce que le zélige, c'est quand même un produit qui a toujours été cher. Au Maroc, quand on regarde les maisons anciennes du XIIIe, XIVe siècle, c'était toujours des maisons de notables qui avaient du zélige. Ça n'a jamais été un produit pas cher. Chaque fois que vous voyez de l'artisanat, de décoration au Maroc dans les intérieurs, que ce soit les bois sculptés, les plâtres sculptés, tout ça, ça a toujours été des choses qui coûtaient assez cher parce que ça prenait du temps, il fallait nourrir les artisans, les garder, les loger. Donc le zélige, c'est cher. Ça a toujours été un produit de haute valeur. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens qui veulent des faux zéliges, je sais pas. Et vous parliez de vos artisans qui ont différentes spécialités. C'est une vraie technique ancestrale. Aujourd'hui, c'est vrai que, est-ce que vous pensez que ça va perdurer? Est-ce que les jeunes vont continuer, vont reprendre un peu ça? Ah, c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers des savoir-faire qui sont en danger. L'autre jour, je discutais avec un responsable à la Maison de l'Artisan du Maroc qui me disait que, par exemple, les fabricants de luth, l'instrument de musique marocain, typiquement marocain, il y avait, je crois, un ou deux artisans qui restaient et que le savoir-faire risquait de disparaître avec eux. Tout est toujours menacé. Alors, il y a des savoir-faire qui sont plus menacés que d'autres. Le zélige, il se trouve que la filière de zélige est très vivace parce que parce que la décoration, il y a un engouement incroyable pour la décoration dans le monde, pas simplement pour le zélige. Vous le savez mieux que moi, vu que le thème de ce podcast est tout à fait intéressant parce que vous pouvez à chaque fois trouver des sujets qui viennent étayer votre théorie qui précise que la décoration est en développement constant dans le monde. Pendant le confinement, les gens se sont énormément occupés de leur intérieur. Donc le zélige, c'est une filière très vivace. Elle n'est pas en danger. Le danger réside dans le fait de dénaturer le savoir-faire et d'utiliser le terme à mauvais escient. Voilà, ça oui, il y a du danger. Pour les artisans, il y a des instituts de formation professionnelle qui ont été lancés par le ministère aussi à Fès et dans le Maroc. Donc pour le moment, la filière zélige ne fait pas partie des filières les plus menacées. Et de toute façon, vous continuez à innover au cœur de votre activité. On pourrait se dire que depuis 25 ans et puis même depuis le Xe siècle, je crois, dont vous parliez, que tout a déjà été fait, pensé. Mais non, on continue de faire évoluer le zélige. Oui, moi je pense que dans les métiers d'art, on peut tout le temps innover. C'est très intéressant de voir comment on peut s'accaparer. Tout à l'heure, vous parliez d'industrie. Moi, je fais pas partie des terroristes obsessionnels anti-industriels. Au contraire, il faut essayer de voir qu'est-ce que l'innovation et la science nous apportent et comment est-ce qu'on peut intégrer dans nos recherches et dans nos laboratoires, comment est-ce qu'on peut instiller de l'innovation et des nouveautés dans notre savoir-faire ancestral. Par exemple, il y a 2 ans, on a mis au point un émail hors 18 carats. C'est un émail qui est en 3e cuisson,
qui n'existait pas dans le zélige, qui n'avait jamais été fait. Et on a mis au point cet émail. Ça nous a demandé plusieurs mois de tests parce que voilà, l'émail or peut tenir sur des céramiques, sur des porcelaines peut-être plus facilement. On cuit à des températures qui sont sous 1000 degrés. Donc, on a quand même aussi des contraintes à prendre en compte. Et nous, on a un laboratoire de recherche. Et dans ce laboratoire de recherche, on fait des recherches sur la couleur, mais aussi, on fait aussi des recherches sur la matière, sur les aspects, sur la manière de détourner aussi le zélige, de manière d'utiliser, par exemple, aujourd'hui, vous avez des supports de construction ultra légers et imputrescibles qui nous permettent de nous aider. Par exemple, on a développé une collection de mobilier, de tables en zélige. Et en utilisant ce matériau, on a une table super légère avec un support imputrescible. Ça veut dire que on peut laisser la table à l'extérieur sous la pluie. S'il fait un peu froid et que le zélige travaille, comme il est imputrescible, ça donne une garantie de qualité. Ça s'abîme moins vite, etc. Donc les recherches, elles sont là-dessus. Comment est-ce qu'on peut améliorer les aspects, améliorer la durabilité aussi, et puis comment détourner. Nous, on aime beaucoup ça. Détourner le zélige. On en a fait des miroirs aussi, par exemple. On a fait des objets de décoration. Donc, c'est en ça que, effectivement, le laboratoire de design et de recherche peut travailler dans cette direction-là. Ouais. Vous parliez de durabilité. Vous êtes dans une démarche éthique ? Complètement. Mais alors, déjà, d'une part, la terre cuite, c'est par essence un produit qui est pas polluant. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, même aujourd'hui, les cuissons qui étaient la source de problèmes de pollution, on l'a réglé. Également, il y a 30 ans, quand on a commencé à s'intéresser aux zéliges, il y avait ce problème aussi de fabrication des oxydes, des émaux à base d'oxydes. Et on parlait à l'époque des conditions dans lesquelles certains émaux étaient faits, que ça rendait les gens malades. Maintenant, les oxydes, aujourd'hui, on les achète chez des spécialistes qui eux-mêmes sont soumis à des normes, etc. Aujourd'hui, il y a des normes au Maroc et ça se développe et on est très content de ça. Et d'ailleurs, on a un label qui a été délivré par le ministère de l'Artisanat, qui est le label Zélige, le label de la filière Zélige, et qui atteste qu'on respecte toutes les étapes traditionnelles et aussi qu'on respecte toutes les normes éthiques sur aussi les artisans, la sécurité sociale, payer ses impôts, tout ça. C'est des choses qui étaient loin d'être évidentes il y a 25 ans quand on a démarré, qui sont loin d'être évidentes pour beaucoup d'autres opérateurs, malheureusement. Et vous avez été aussi élue femme entrepreneur de l'année, non, au Maroc, c'est ça ? Oui. Il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, femme entrepreneur de l'année, c'était... Bravo. C'est marrant. Merci. Pour vous, en gros, le zélige, c'est plus qu'un matériau, qu'un revêtement. Vous parliez, c'est un art décoratif. Alors, c'est un art décoratif et c'est aussi un style de décoration. C'est-à-dire que quand on a démarré au départ, je m'intéressais beaucoup à la différence entre un style et une mode. Une mode, c'est un truc qui va être à la mode, saison été, au printemps 2021, et puis personne n'en reparlera en 2022. Un style, c'est quelque chose qui est structurel, qui est une référence. Quand vous dites, par exemple, le style de décoration japonais, on a tout de suite une représentation mentale de la décoration à la japonaise. Pareil pour le style français. Je pense que le zélige fait vraiment partie de l'art de vivre à la marocaine. Je parle maintenant vraiment de l'art de vivre déco. Je parle pas de l'art de vivre le thé à la menthe et tout ça, et les massages et les hammams et tout ça. Je parle vraiment du style il y a beaucoup de choses chez nous. Oui. Mais c'est vrai, c'est sympa de tout englober, mais là, je parle très spécifiquement de la décoration. Et le zélige, c'est en même temps un revêtement. Donc, vous allez le mettre dans une salle de bain et vous allez avoir une étanchéité, vous pouvez prendre votre douche. Et en même temps, c'est un élément décoratif. C'est véritablement un élément décoratif. Un client me disait l'autre jour, oula, je veux me faire un super beau sol pour mon salon, mais je vais pas mettre de tapis. Je veux pas le cacher, mon zélige. Parce qu'après, c'est ça le dilemme. Vous faites un beau sol et puis après, il y a des tapis, il y a des objets. Donc, souvent, quand les clients viennent, je leur dis, n'oubliez pas de l'intégrer dans votre vision globale de décoration. Vous n'êtes pas juste venu chercher un carrelage. Non, c'est véritablement un objet de décoration, vraiment.
Ouais. Et comme vous vendez dans le monde entier, j'imagine que, enfin non, j'imagine pas justement. Est-ce que vous avez des collections différentes pour, parce que j'imagine que ce sont pas la même vente au Maroc et en France ou j'en sais rien en Scandinavie, ou justement c'est votre challenge de jouer entre traditionnel et contemporain. Ah, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Moi, je pense qu'en fait, on joue surtout sur les couleurs. Parce que très souvent, la différence d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au départ, hein, parce qu'on a commis cette erreur au départ, on disait, ah non, on va pas proposer à des Suédois ou à des Danois un motif super tradit avec plein de petites mosaïques, vous connaissez les rosaces qu'on voit dans les palais de Fès, etc. En fait, c'est une erreur parce qu'on parlait tout à l'heure en début de podcast de l'effet matière. L'effet matière de la mosaïque, quand vous passez la main sur une mosaïque qui est très taillée, imaginez qu'elle soit toute en blanc. Alors c'est vrai que vous avez pu la voir dans les palais avec 8, 10, 12 couleurs, du jaune, du rouge, du bleu, etc. Il est très peu probable que vous vouliez une douche dans votre salle de bain de 8 mètres carrés avec cette ambiance couleur. En revanche, si je vous la propose dans des couleurs, dans des camailleux très pastels, mais c'est merveilleux. Moi, je sais que j'ai fait des projets à Paris avec des motifs très traditionnels, mais entièrement blancs. Le blanc, par exemple. Le blanc, c'est vraiment une couleur qu'on vend énormément en France, par exemple. Mais au départ, on pouvait s'imaginer. Alors, c'est vrai que beaucoup de 10-10 blancs est installé en France dans des crédences de cuisine ou quoi. Mais aussi des motifs très traditionnels qui sont utilisés tout en blanc. Donc, je dirais que c'est plus une question d'univers de couleurs plutôt que de style de motif. Ouais. Et parce que vous vendez des éliges, enfin à l'unité ou au mètre carré, mais vous réalisez aussi des chantiers, c'est ça? Vous créez, vous imaginez aussi des éliges sur mesure pour les clients? Tout à fait. On a en fait des clients qui nous achètent des 10-10, des collections, on va dire des essentiels plus basiques. Et on travaille avec des architectes et des décorateurs comme le cabinet Alberto Pinto, Studio KO, Joseph Karam, Madison Cox, Peter Marino aux États-Unis. Vraiment des architectes très renommés et qui nous réclament des projets évidemment exclusifs où on va travailler avec le décorateur sur un motif sur mesure ou une ambiance sur mesure. Il nous est arrivé même quelquefois de créer un univers qui s'alliait avec des chaises que le client avait acheté chez Cassina, des magnifiques chaises d'ailleurs qui me rappellent un peu le motif Mondrian. Et on s'était amusé à... Donc en fait, on fait des créations sur mesure pour beaucoup de décorateurs. Et en 25 ans, vous créez encore des nouvelles collections. Ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure. Vous n'avez Oui, pas fait le tour, hein. Vous continuez ben, à vous inspirer toujours. grâce à Dieu, je pense pas qu'on ait fait le tour. Cette année, on a revisité les motifs art déco. Vous savez que Casablanca, moi j'aime énormément ma ville, hein. Beaucoup de gens la critiquent, mais moi j'aime Casablanca. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Et à Casablanca, vous avez des bâtiments art déco où vous avez même des éliges qui ont été installées. Les architectes français étaient dans les années 20. Au lieu d'imposer 100% du style français à Casablanca, se sont amusés avec l'artisanat du Maroc, ce que je trouve extrêmement intéressant comme démarche. Et donc, on a essayé de replonger dans ces motifs très géométriques qui reprennent les codes des arts déco de cette époque-là. Et on a créé une collection art déco qu'on a sortie cette année. Et donc, on l'a fait très graphique, noir et blanc, avec des touches d'or, parce que on s'est amusé aussi à y insérer de l'émail hors d'Isucar dont je parlais tout à l'heure. Et puis, voilà. Donc, non, je pense qu'il y a toujours, la créativité est infinie. Je pense que moi, je ne suis pas du tout ni créatif ni designer, mais quand je les entends, vous voyez briller leurs yeux, il y a toujours de nouvelles choses à inventer. C'est le rôle de mon mari, qui est lui le créatif du binôme, et il a toujours de nouvelles choses à proposer. Il a toujours des idées nouvelles. Vous avez sorti cette nouvelle collection. Est-ce que vous n'avez pas trop pâti du confinement qui a été assez long, je crois, au Maroc? Comment vous l'avez vécu? Alors, au Maroc, le confinement des citoyens a duré très longtemps, mais les usines, les ateliers, tous les gens qui travaillent, en fait, on est resté confinés que 5 semaines. Moi, j'ai repris le travail, on a rouvert l'atelier au bout de 5 semaines l'année dernière. Alors, évidemment, il a fallu se mettre à niveau. On a été très aidés par le gouvernement pour ça. Je pense que tous les journaux en ont parlé. C'est vrai qu'on a eu des masques tout de suite, on a eu du gel tout de suite. Ça a été très facile à des prix très intéressants. Donc, on a pu recommencer le travail en respectant les consignes sanitaires. Et en fait, on n'a pas arrêté. On a travaillé tout le temps. Et même si dans certains pays, les commandes ont baissé,
nous, on travaille énormément avec les Américains et les Australiens. Ça n'a pas du tout bougé d'un iota. Tous les lancements de nouvelles collections qui étaient prévus aux États-Unis, j'étais sûre qu'on allait annuler, voire décaler. Ils ont respecté 100% de leur calendrier. Rien n'a changé. Ni dans le calendrier des commandes stock, ni dans le lancement des nouvelles collections. On a lancé une nouvelle collection avec eux en mars 2021. C'était prévu printemps 2021. Ils l'ont conservé. Et non, on n'a pas pâti. Alors effectivement, on a fermé 6 semaines. Donc on a eu ce choc de 6 semaines de fermer. Et puis surtout la partie émotionnelle des gens de revenir travailler malgré la situation, parce que les gens étaient très inquiets. Et comme ici, la situation aussi du Covid, les malades ont été pris en charge dans les hôpitaux très tôt. On n'a pas eu, on va dire, de très grosses catastrophes de ce côté-là. On a pu travailler correctement. D'accord. Comment vous avez eu l'idée de créer Aït Manos il y a 25 ans à peu près? Vous parliez de votre mari tout à l'heure. Ouais. Alors, vraiment, Aït Manos, c'est son idée à lui. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Lui, son rêve, c'était d'être potier. Il a toujours aimé la poterie. Donc, la terre glaise, la poterie, quand il était étudiant, il a vécu à New York longtemps. Et après, pour financer ses études, il travaillait dans un atelier des usines de céramique. Et il faisait de la peinture sur céramique, la peinture sur carrelage d'ailleurs. Et pour la petite histoire, ce magasin est devenu un de nos premiers clients aux États-Unis en 98. Donc c'est assez marrant. Donc ça, c'était vraiment son rêve. Alors donc, quand on s'est connus en 91, on a fêté nos 30 ans de mariage hier. Ah. Donc, merci. Quand on s'est connus, on s'est mariés en 91. Et il rêvait de monter un atelier de céramique. C'était vraiment son rêve. Donc il l'a fait. Au début, c'était vraiment, c'était une idée saugrenue parce qu'il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Dans les années 90, tout le monde, moi je venais de finir des études de commerce, tout le monde se lançait un peu dans la finance, tous mes copains bossaient dans la banque, etc. Et nous, on se lançait dans la poterie, tout le monde nous disait, mais vous êtes complètement malade. On a énormément galéré les 2-3 premières années, mais je sais pas, quand on y repense, parce qu'on fait un peu de flashback en ce moment, on a toujours su que ça allait fonctionner. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est parce que c'était une vraie passion qu'il a su me transmettre, parce que moi, j'avais pas particulièrement de passion pour la céramique, mais j'avais un grand-père qui était dans l'artisanat. Donc, ma grand-mère, qui était française, avait rencontré mon grand-père qui vendait de l'artisanat en France dans les années 40. Et donc, l'artisanat fait vraiment partie de notre famille. Et donc, non, quand on a commencé cet atelier de poterie, c'était vraiment une aventure à l'aveugle. Et Aït Manos, ça veut dire quoi? Alors, Aït, en berbère, ça veut dire la tribu, le village. Manos, ça veut dire les mains en espagnol. Et en fait, quand on s'est connus avec mon mari, nous, on est arabes mélangés. Mon mari a une grand-mère autrichienne, moi j'ai une grand-mère française, etc. Mais on trouvait qu'à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais le patrimoine décoratif berbère n'était pas très reconnu au Maroc. C'était pas encore l'ouverture au point d'aller reconnaître les cultures ancestrales arabo-musulmanes, si vous voyez ce que je veux dire. Là, je fais un petit passage politiquement incorrect, mais les arts décoratifs ne sont pas nés avec les arabo-musulmans. Il y avait des choses avant. Il y a les traditions juives, il y a les arts décoratifs berbères, et donc mon mari était fasciné par les motifs géométriques berbères. Et donc, il disait, moi, j'aimerais rendre hommage à ce patrimoine visuel et décoratif. Et il dessinait beaucoup. On circulait dans le Maroc, on se baladait, on s'arrêtait devant les casbahs, on dessinait les motifs qu'il y avait sur les murs, très géométriques, parce que les Berbères, ils font des motifs très géométriques. Et puis, il y a le pisé, il y a la terre, le travail du pisé, et eux, ils dessinaient sur le pisé. Donc voilà, donc c'était un hommage aux traditions berbères. Et vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 80 dans l'atelier et on est sur 2 sites. On a, là où je vous parle, on est sur un peu le site historique, là où on fait vraiment la taille des éliges, les assemblages, les fresques, et tout le travail se fait ici. Et on a un atelier à 20 km d'ici, en dehors de Casablanca, où on fait tout le travail des terres, les cuissons de biscuits et les émaillages. D'accord. Plus les équipes de pose qui installent le zélige quand on a des projets au Maroc ou quand on a des projets dans des pays où on peut envoyer nos installateurs, comme par exemple dans le Golfe. On a un projet à Bahreïn dans pas longtemps. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir des poseurs d'Aït Manos pour poser, puisque ce sont des modules préassemblés, prêts à poser. Ouais. Chez vous, il y a beaucoup de zéliges ou justement vous saturez? Mais alors, on sature pas du tout.
contre toute attente. On a acheté une petite maison il y a 2 ans qu'on a entièrement rénovée, qui était une maison. Alors on adore ça, hein, acheter des choses totalement pourries et restaurer. Alors il y en a partout. C'est très simple. C'est un vrai showroom. D'ailleurs, on a fait un room tour qui est visible sur Instagram. Tout est en Zélige. Les sols, les salles de bain, la crédence de cuisine, la terrasse. Il y a du Zélige partout, de toutes les couleurs. Et comment vous définiriez votre style déco? Du coup, c'est pareil, c'est entre tradition et modernité ou Alors chez nous, on est quand même un peu art déco. Je pense que pour ma part, c'est très très lié à ma mère. Ma mère a une passion. Alors elle n'est pas du tout décoratrice, mais je pense qu'elle était visionnaire. Et elle a habité avec mon père une maison très ancienne de Casablanca, qui est dans le quartier des Habous, qui est le quartier très très ancien de Casablanca, à côté du Palais Royal. Et ils ont une maison qu'elle a tout le temps restaurée sans jamais toucher. Il y a des lustres en pâte de verre de Murano d'origine. Elle avait des mosaïques vous savez, les granito mosaïques qu'elle a entièrement restaurées elle-même avec des produits décapants. Tout est impeccable. Donc, moi, j'ai grandi dans cette maison avec une très forte identité art déco. Donc, c'était pas du tout à la mode, hein, parce que moi, je suis née en 68. Et je peux vous dire, dans les années 80, quand tout le monde faisait des choses très modernes, elle restaurait sa maison art déco. Et donc, notre maison, on l'a restaurée avec beaucoup, beaucoup d'esprit de mon enfance. Ouais. Donc, c'est très art déco. Non, c'est pas très traditionnel, pas très. Et le Zélige apporte vraiment une personnalité forte quand même à un intérieur. Pour vous, à part justement les matériaux, qu'est-ce qui est important pour donner le ton en déco? Alors, 3 choses, c'est trop, 3 choses c'est trop, mais je pense que les luminaires ont une importance capitale. Alors non seulement dans le style visuel, mais aussi dans la qualité de lumière qu'ils diffusent. Ça aussi, je le tiens de ma mère qui était très sensible à la lumière. Donc ça, vraiment, la lumière pour moi, que ce soit la lumière naturelle, d'avoir un salon avec une lumière traversante, par exemple, je trouve que c'est essentiel d'avoir de la belle pile. Casablanca, on a quand même de la belle lumière, faut en profiter. Donc l'éclairage. Pour moi, les sols et les tapis, c'est-à-dire les tapis aussi, c'est très important. Moi, j'ai toujours eu une passion pour les tapis berbères. Donc, quand on s'est mariés, pour la petite histoire, avec mon mari, nos familles nous ont donné un peu de sous pour démarrer, et on a acheté que des tapis berbères. Mais quand je vous dis que ça, c'est pas un seul meuble. On n'avait ni une table ni une chaise, mais on avait 14 tapis berbères qu'on avait étalés partout dans l'appartement. Et donc, on était tout le temps assis par terre, mais on a de la chance parce que cette passion est très ancienne. On a de très belles pièces, on a de très beaux tapis berbères. D'ailleurs, là, on a monté une fondation pour aider les femmes artisanes dans la région du Haut-Atlas à vendre leurs tapis. Elles font de très belles choses. Moi, j'adore les tapis et du coup, j'en profite parce que je prends de cette passion avec ces femmes qui font des choses magnifiques. Et puis, la troisième chose, c'est quand même quelques objets, des beaux fauteuils club. Ouais, j'aime bien ça. Là, j'ai récupéré récemment des fauteuils club qui étaient dans un vieux bureau de mon grand-père que j'ai restauré, mais ils sont de toute merveille. Mes sœurs sont un peu jalouses, mais c'est moi qui je les ai vus en premier. Donc voilà. Donc je dirais il y a surtout ces 3 choses-là. Ok, génial. Eh ben, merci infiniment, Ralia. C'était passionnant de vous écouter, toutes ces infos hyper intéressantes et je pense qu'ils auront beaucoup plu aux auditeurs de Décodeur. Merci beaucoup. Merci Hortense pour votre journée. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.